Oui, il y a d'énormes opportunités à aller chercher sur LinkedIn. Pour recevoir, il faut donner. Et donc, il va falloir créer beaucoup de contenu. Encore une fois, il y a deux moyens d'aborder LinkedIn. Je vais sur LinkedIn pour faire... Il n'y a que des posts inspirationnels. La vérité, c'est qu'on les lit tous, ces posts. Quand tu fais du bullshit, ben ça se voit. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, moi. Je pense qu'il y a des créateurs qui vont craquer le truc. Poster pour poster, ça sert à rien non plus. Il vaut mieux un post sans image qu'un post qui nuit à ton image. Mais des emojis sur chaque ligne, non? Des hashtags, je trouve que ça sert à rien. Les commentaires, c'est hyper important. Faites des vrais commentaires. Tu vois des commentaires bateaux en mode... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outsider, le podcast dédié à l'accompagnement stratégique et financier du chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me passionne tout particulièrement, c'est la création de contenu sur LinkedIn. Mais comme je ne voulais pas aborder ce sujet seul, donc j'ai fait venir Maxime Blasco, qui est un spécialiste du marketing. Il va se présenter, il parlera un peu de ce qu'il fait et nous aborderons LinkedIn, mais sous un autre angle. Plutôt que d'aborder cet épisode en mode interview, nous allons essayer d'échanger tous les deux dans le but de démystifier LinkedIn, aborder sur la façon d'aborder LinkedIn, comment prendre la parole sur LinkedIn, est-ce que ça sert à quelque chose? Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maxime Blasco. Maxime, est-ce que je peux te laisser te présenter? Yes. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Et après, on attaque notre sujet de LinkedIn. Ok, déjà, merci beaucoup Rabat de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis trop content. Déjà content de te rencontrer parce que on s'est vu plein de fois sur LinkedIn, on se lâche des commentaires, on discute et tout. Et c'est vrai que la vraie vie, c'est mieux que LinkedIn, ouais. Donc trop content. Je m'appelle Maxime Blasco, je suis dirigeant de Momentum. Momentum, c'est une agence marketing pour les professionnels de la finance. Okay. On travaille pour 3 types de clients. On a des cabinets de conseil dans lesquels je classe les experts comptables, les DAF part-time, les consultants, des éditeurs de logiciels de facturation, de comptabilité, gestion de trésorerie, et des médias autour de la finance. Et donc, on les aide sur leurs problématiques de marketing. On fait du SEO, donc du référencement naturel sur Google, du ghostwriting LinkedIn, ça va être un peu le thème aujourd'hui, et aussi du montage vidéo. Et à côté, j'ai aussi notre boîte qui s'appelle formationpowerbi.fr, ouais, où on forme les professionnels du chiffre au logiciel Power BI de Microsoft. Et à côté, ce que je peux vous dire, j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France, en Ariège, un tout petit département au pied des Pyrénées. Et voilà, je joue au rugby. Et je suis moi aussi un grand fan du Real Madrid, donc trop content. Hein. Tu m'as dit ça tout à l'heure. C'est vrai, quand on discutait en off, on s'est rendu compte que tous les deux, on était des grands fans du Real. Ça fait plaisir. Écoute Maxime, j'ai pensé à toi parce que je sais que justement tu fais du ghostwriting pour des CEO sur LinkedIn. Donc je sais que c'est un sujet que tu aimes bien, que tu maîtrises. Moi aussi je suis un grand fan de LinkedIn. Et comme à chaque fois on me pose un certain nombre de questions qui reviennent tout le temps, ça fait un moment que je voulais aborder ce sujet. Mais je voulais pas faire une vidéo seule en mode face cam et donner mes conseils, etc. Je voulais qu'en fait, tous les deux, on essaie d'aborder LinkedIn, mais vraiment sous un angle question-réponse. C'est pas moi qui t'interview, c'est on parle de LinkedIn, on essaie de donner chacun son avis pour essayer de donner le max de valeur aux personnes qui aimeraient prendre la parole sur LinkedIn. Est-ce que ça te va? Ça va débattre un peu. Là. Si on n'est pas d'accord, là, ça c'est l'objectif. Mais ouais, trop bien. Il y a tellement de rumeurs autour de LinkedIn. C'est ça. Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Puis c'est toujours les mêmes questions qui reviennent du côté des dirigeants. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Ok, écoute, on va y aller. Donc premier sujet, premier thème sur LinkedIn. Déjà, dans un premier temps, quel est ton œil, toi, sur la plateforme? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui est incontournable? Est-ce qu'il faut y être? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait? Déjà, de prendre la parole sur LinkedIn, qu'est-ce que ça peut apporter pour un professionnel avant de rentrer vraiment dans la technique en profondeur? Quel est ton avis là-dessus? Alors, pour simplifier, je pense qu'il y a 2 axes importants sur LinkedIn. Il y a l'axe business, parce qu'il y a plein de professionnels sur cette plateforme, donc on peut générer des opportunités business. Et il y a l'axe recrutement. Donc, je suis dirigeant, j'ai besoin de recruter. Je vais aller sur LinkedIn parce que c'est sur cette plateforme-là qu'il y a les meilleures personnes à chasser
ou alors qu'il y a les meilleurs profils qui se mettent open to work ou qui partagent leur CV. Donc pour moi, il y a deux axes. On peut être intéressé que par l'un. Genre moi, je vais faire que du business sur LinkedIn. Donc je vais poster pour cibler des professionnels de mon secteur. Ou on peut être intéressé par les deux. Ok, moi j'ai des thématiques, des problématiques de recrutement et j'ai envie de recruter des professionnels. Je vais y aller. Alors LinkedIn, c'est la plus grosse base de données et le plus gros réseau professionnel du monde. C'est peut-être même le seul en fait. Si je veux aller sur un réseau social professionnel, je vais aller sur LinkedIn, il n'y a que là. Il n'y a que là. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas toutes les professions qui sont hyper actives sur LinkedIn, ça, c'est une vérité. Il y a quand même beaucoup de professions, on en parlait tout à l'heure en off, autour de la prestation de services, autour de la tech. Voilà, si je veux recruter ou m'adresser peut-être à des artisans, des restaurateurs, certaines professions libérales, peut-être que je ne les trouverai pas sur LinkedIn. Mais pour les autres, il faut savoir que tout le monde en fait est sur LinkedIn. Tout le monde a un profil LinkedIn. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, d'ailleurs, c'était un peu l'objet de ma deuxième question, mais on va déjà y répondre. C'est qu'en fait, j'ai des confrères à chaque fois des confrères experts comptables qui me disent moi, est-ce que LinkedIn, concrètement, ça t'apporte du business? Et moi, je leur réponds ce que tu viens de dire au tout début. C'est, attends, mais en fait, LinkedIn, c'est pas que du business. Tu peux prendre la parole sur LinkedIn aussi pour pouvoir faciliter ton recrutement, pour pouvoir attirer des bons profils qui seraient, tu sais, qui feront ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, la façon dont tu mets en avant ton cabinet, etc. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Il y a le côté business et il y a aussi et surtout le côté recrutement. Et je dirais même, il y a un troisième point, il y a le côté réseautage, quoi. Moi, je t'ai connu sur LinkedIn. Yes. Tu vois. Ouais, pourtant, ça rentre dans opportunité c'est business. Ça, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a le côté un peu personnalité publique aussi. Tu vois, si tu veux passer dans des médias, tu vois, dans les échos, etc., le fait de prendre la parole sur LinkedIn sur un sujet, peut-être que ça va te déboucher sur des opportunités. Mais encore une fois, pour simplifier, je le mets dans la case business, tout ça. Ouais. Tu vois, tout ce qui est réseau, je le mets dans business. Et de l'autre côté, il y a l'aspect recrutement. C'est nickel. Alors, là, du coup, la deuxième question, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et je ne sais pas si tu sauras me répondre, mais au moins on pourra échanger là-dessus. Quasiment tous les experts comptables qui me reconnaissent dans des congrès ou que je croise dans des événements, ils me posent toujours la même question. Ouais, Rabat, tu publies quasiment tous les jours sur LinkedIn, mais est-ce que LinkedIn, ça apporte vraiment des clients? Donc, toi, comment tu répondrais à cette question? Alors, quel angle aborder cette question? La réponse courte, c'est oui. Je dirais même c'est oui, mais. Oui, en fait, si sur LinkedIn, tu as une audience, en gros, voilà, mon business, c'est, donc moi, je fais du marketing pour des financiers. Je sais que mon audience, elle y est sur LinkedIn, tu vois. Les éditeurs de logiciels comptables, ils y sont, les experts comptables, ils y sont. Donc déjà, ça, c'est la base. Si ton audience, elle est sur ce réseau, déjà, c'est un bon début, tu vois. Sinon, il faut peut-être aller sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tu vois. Mais si ton audience cible, c'est une audience qui utilise LinkedIn au quotidien, déjà, ça, c'est un très, très bon indicateur. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a d'énormes opportunités à aller chercher sur LinkedIn. On connaît plein de créateurs, plein d'entrepreneurs qui ont généré plein d'argent, plein de business sur LinkedIn. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour recevoir, il faut donner. Et donc, il va falloir créer beaucoup de contenu et devenir identifiable, créer, on va en parler, je pense, tout au long de l'interview, mais il faut donner, il faut participer à ce réseau pour créer des opportunités. Mais la première chose que je dirais, c'est oui, on peut générer du business si votre audience, elle est sur la plateforme. Moi, je compléterai en disant que oui, comme toi, oui, mais alors, moi, je dis toujours que si tu fais du LinkedIn que pour du business, ça sert à rien d'y aller. Parce qu'en fait, tu auras un œil un peu, j'ai fait 20 posts, j'ai pas eu de prospects, ça va me décourager. Moi, je trouve que LinkedIn, et je réponds toujours ça, pour moi, LinkedIn, c'est un ensemble de choses. Tu sèmes des graines un peu partout et après, ça revient, quoi. Oui, tu auras quelquefois des prospects qui viendront en direct,
Mais peut-être qu'une rencontre fera que la personne te recommandera. Peut-être que, enfin voilà, donc LinkedIn pour moi c'est un ensemble de choses, ça doit pas rester juste je veux faire du business. Oui, ça peut être ça l'axe principal, mais dis-toi que si c'est que ça, ben, ça prendra énormément de temps et comme tu as dit, ben, il faut donner pour recevoir quoi. Ouais. Mais je vais rajouter une chose, c'est que encore une fois, il y a deux moyens d'aborder LinkedIn. Je vais sur LinkedIn pour faire du marketing et je vais sur LinkedIn pour faire de la vente. Le marketing et la vente, c'est deux choses différentes. Le marketing, c'est je vais créer du contenu pour développer ma marque. Donc, plus je vais parler sur ce sujet-là, plus ma marque, ça peut être ma marque personnelle, ça peut être la marque de mon entreprise, plus je vais devenir une référence, plus je vais être visible et je vais créer des opportunités. Je vais avoir ce qu'on appelle des prospects. Les gens, ils vont venir sur ma page, je vais voir sur LinkedIn que telle personne a consulté mon profil, ils vont aller sur mon site, ils vont s'inscrire à ma newsletter. Là, je vais avoir des prospects. Ça, c'est le marketing. Je crée du contenu pour générer des opportunités. Et dans ce cas-là, on sait que la régularité et le fait de poster souvent, longtemps sur le long terme, c'est ça qui prime avec le marketing. Ça, il faut en être conscient. À côté, il y a la vente. La vente, c'est la prospection. C'est les gens qui vont m'envoyer des messages dans ma boîte mail ou ma messagerie LinkedIn et qui vont essayer de me vendre des choses. Là, dans ce cas-là, on peut vite avoir un ROI, enfin, on peut vite mesurer son retour sur investissement. Et là, moi, je ne connais pas du tout cette partie prospection sur LinkedIn. Mais si on veut aller sur LinkedIn chercher uniquement des missions, dans ce cas-là, il va peut-être falloir s'interroger et se dire plutôt, OK, moi, je vais faire de la prospection sur LinkedIn. Et là, je vais embaucher des commerciaux spécialisés dans ce qu'on appelle le cold selling. Je ne sais plus comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on dit. Voilà. Mais si on veut se dire, moi, j'ai vraiment envie de parler de ma marque sur LinkedIn, là, on parle de marketing et le marketing, ça paie sur le long terme. Long terme, ouais. OK. Qui génère des demandes entrantes. Exact. Des demandes, ce qu'on appelle des prospects. Des prospects, donc des personnes qui vont soit consulter mon profil, en fait, ils vont rentrer en contact avec ma marque. Donc, soit ils vont commenter, ils vont liker, ils vont regarder mon profil, ils vont faire des demandes, ils vont cliquer sur un lien, par exemple, que j'aurais mis sur mon profil pour prendre rendez-vous avec moi. Ils vont atterrir sur mon site, ils vont télécharger un lead magnet, un livre blanc, une newsletter. Voilà, ça, c'est du marketing, c'est fait pour générer des prospects. Et tout ce qui arrive après, c'est de la vente. Comment est-ce que je convertis ces prospects en clients? Nickel. Alors, le troisième sujet, qu'est-ce que... ça, tout le temps, on me pose cette question. Qu'est-ce qu'il faut poster sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'il faut poster? Bon, encore une fois, ça dépend de ton objectif. Mais prenons quelqu'un aujourd'hui qui a envie de développer sa marque, qui a envie d'attirer des prospects. Qu'est-ce qu'il faut poster? Il faut raconter sa vie, il faut faire des posts techniques. Il faut faire un mélange. Comment tu vois la chose? C'est quoi ton approche à toi? Ok. Alors, tu l'as dit, le point de départ, c'est l'objectif. C'est quoi ton objectif? Pourquoi est-ce que tu vas passer du temps à poster, à rédiger ou à faire appel à des personnes qui vont rédiger tes posts? Pourquoi est-ce que tu vas passer du temps sur ce réseau-là? Est-ce que c'est pour développer ton business? Est-ce que c'est pour recruter des talents? Est-ce que c'est pour générer des opportunités dans des médias, etc. Donc ça, c'est la base. Pour moi, la première chose à faire, donc la plupart des gens me disent Maxime, je vais sur LinkedIn parce que j'ai envie d'avoir des nouveaux clients. Ça, c'est le point numéro 1. Le plus souvent, ouais. Donc là, dans ce cas-là, ce que je dis, c'est déjà, on va lister quelles sont les problématiques de tes clients. Tu prends ton client favori, on appelle ça ton buyer persona, ton avatar. Ton client favori, c'est quoi son problème? Donc, un expert comptable, il va me dire, moi, le dirigeant, c'est ses problématiques de rémunération, sa première embauche, il ne sait pas comment faire. La gestion de trésorerie, les outils, bam, bam. On liste toutes les problématiques de ces clients-là et on va y répondre, en fait. On va faire des posts où sur chaque post, on va répondre à une problématique. Et là, déjà, on va mettre un peu sa casquette d'expert. On va faire monter sa crédibilité. Ça, c'est la première des choses à faire. Je veux être une référence dans mon métier. Ce que je vais faire, c'est que devant tout le monde, sur la place publique, je vais donner des conseils pour mon audience cible. Ça, c'est la première chose. Après, l'autre chose, on le voit beaucoup sur LinkedIn et souvent, les gens disent « Ouais, LinkedIn, ça devient Facebook, il n'y a que des posts inspirationnels, etc. » La vérité, c'est qu'on les lit tous, ces posts inspirationnels. Même si ça nous saoule, en fait, on aime lire les histoires. On aime les histoires des gens, on aime l'humain. Et effectivement, le personal branding, la marque personnelle, c'est quelque chose qui permet de convertir. On sait qu'on a tous des concurrents. Quand on est entrepreneur, on a tous des concurrents et on aborde tous finalement les mêmes sujets. Et souvent, ce qui fait que
un client va aller sur tel logiciel de comptabilité versus un autre, ça va être parce que il apprécie beaucoup l'image de la marque, l'histoire de l'entrepreneur, etc., l'humain, tu vois. Donc moi, très souvent, quand je fais du ghostwriting pour mes clients, donc je rédige les posts LinkedIn pour mes clients, on fait souvent une ligne éditoriale mixte avec une part de conseils. Donc on donne des conseils pour devenir une référence, une autorité dans son domaine, mais on n'oublie pas également le personal branding où on va raconter un peu son histoire, ses valeurs, comment est-ce que j'ai fondé mon entreprise, quelles sont les valeurs autour de mon entreprise, etc. Voilà. Là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas encore un point où il est contre, mais je pense que ça arrivera. Parce qu'en fait, blague à part, en fait, le truc, c'est que la technique, tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde peut en faire. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont déjà écrites. Tu ne peux pas changer. Alors que toi, ta personnalité, ton histoire, tes projets, ta façon de traiter les clients chez toi n'est pas la même que chez quelqu'un d'autre. Donc, et ça, si tu le mets en avant, ça peut faire que tel prospect voudra venir plus chez toi à compétences égales plutôt que chez un autre. Et moi, je trouve que c'est plutôt un mélange des deux qui fait que les gens, ils choisissent. Là, on parle d'expert comptable, mais ça peut être un autre type de métier, mais qui choisira entre l'un ou l'autre, quoi. Exact. Et c'est pas, là c'est une parenthèse parce que moi je l'ai vécu, c'est pas que les postes techniques qui convertissent. Non, mais tu peux pas faire que du personal branding non plus. C'est ça. Il faut vraiment faire un mix entre les deux. Un milieu, un juste milieu. Parce que moi, une fois, j'ai vu un prospect que j'ai signé d'ailleurs, et j'avais fait un post sur, c'était pas un post technique, c'était un post sur le fait que beaucoup de prospects qui venaient me voir quand je demandais pourquoi ils quittaient leur expert comptable, à chaque fois, 80% du temps, 8 fois sur 10, ils me disaient parce que l'expert comptable que j'ai n'est pas réactif. C'est-à-dire, ils ne reprochaient pas l'expert comptable de ne pas être technique, ils le reprochaient la réactivité. Et moi, dans le post, je disais que voilà, on me consulte parce que y a certains confrères, on leur reproche de ne pas être réactif. Et dans le post, je donnais 2-3 tips que j'ai mis en place, moi, dans mon fonctionnement, pour essayer, encore une fois, on ne peut pas réagir à la seconde aux sollicitations, mais pour essayer d'être plus réactif. Donc, je disais, par exemple, moi, mes clients, ils ont ma ligne directe sur WhatsApp. Ça ne veut pas forcément dire que je les réponds à la seconde, mais ça les rassure de se dire qu'ils ont ma ligne. Ils envoient un message, dans les 24-48 heures, je leur réponds. Là où des cabinets traditionnels, pour avoir un expert comptable au téléphone, il faut passer par le standard, le truc, il n'est pas là aujourd'hui, dans une semaine. Voilà, donc je parlais de petits tips comme ça, et je vois un message en interne, une demande, oui, cherchez un expert comptable, j'ai bien apprécié votre approche sur la réactivité. Et effectivement, et ce qui a, heureusement, parce que du coup, quand tu fais du bullshit, ça se voit, du coup, elle l'a vu en vrai, parce que cette personne, quand elle a signé, elle a eu ma ligne directe sur WhatsApp. Jusqu'à maintenant, en plus, elle bosse à l'étranger. Jusqu'à maintenant, on communique sur WhatsApp. Donc, c'est ce qui fait que... Donc, pour revenir au fait que tu peux pas faire que du personal branding, mais tu peux pas faire que de la technique non plus. Enfin, je trouve que c'est un... Là, pour moi, ton poste, moi, je le classe. Donc, je rappelle, il y a, pour simplifier, 2 catégories. La catégorie conseil, la catégorie personal branding. Je fais du marketing autour de ma marque. Mais moi, ton poste, je le mets dans la catégorie conseil. Parce qu'en fait, tu as ciblé un problème de ta cible. Ta cible, parmi leurs problèmes, c'est quoi? Ils ont un problème avec... les dirigeants, ils galèrent avec leur relation avec leur expert comptable parce qu'ils aimeraient qu'ils soient plus réactifs. Mais tu l'as inséré dans une histoire, en fait. Oui. C'est pour ça que tu as l'impression que c'est pas un poste commercial, c'est pas un poste... hyper technique, mais en fait, elle dit voilà, l'autre jour, on m'a raconté que j'ai croisé un dirigeant, il m'a dit que voilà, j'en ai marre, mon expert comptable, machin, il est pas assez réactif, puis je l'ai entendu 1 fois, je l'ai entendu 2 fois, je l'ai entendu 3 fois. Et tu as créé ton poste sous forme d'histoire, mais à l'intérieur, tu as vraiment mis des conseils, tu vois. Tu as tapé dans une des problématiques du dirigeant. Et d'ailleurs, tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, le poste, il était destiné à mes confrères. C'était juste pour leur... C'était pas, j'ai pas la prétention de dire que ce que je fais c'est parfait. C'était pour faire un post en leur disant voilà ce qu'on nous reproche. Quand je dis nous, la majorité des experts comptables,
Et voilà ce que moi, j'ai essayé de mettre en place. Et bizarrement, c'est un prospect qui est venu me voir, tu vois, alors qu'à la base, le poste était dédié à des confrères experts comptables, quoi. Ok, alors... ah oui, bon, vu qu'on parle de ça, de poste un peu personal branding et technique, quel est ton point de vue, toi, sur le fameux triptyque là, qu'on entend qu'on voit partout sur LinkedIn? Tofu, mofu, ça. L'entonnoir. Tu le préconises? Tu penses que ça marche? Comment tu vois les choses? Peut-être que ça marche. Ouais, alors on appelle un framework, alors une méthode, je dirais. Tofu, mofu, bofu. Il faut voir comme un entonnoir. Ok. Tout ce qui est tofu, c'est top of the funnel, donc c'est en haut de l'entonnoir, c'est la partie la plus large. C'est en gros tous les posts qui vont concerner une audience très large. Par exemple, je vais poster sur l'entrepreneuriat, c'est très large. Ensuite, on a le mofu, donc c'est la partie au milieu de l'entonnoir, c'est un peu plus serré. Là, je vais faire des posts sur les startups, sur l'univers de la startup. Donc c'est un peu plus précis, ça reste de l'entrepreneuriat, mais c'est que de la startup. Et tout en bas, on a donc tofu, mofu, bofu, le bottom of funnel. Ouais. Donc c'est tout en bas, c'est la partie la plus resserrée. Et là, c'est mon cœur d'audience. Là, ça va être les dirigeants de fintech. Et cette méthode, elle te dit que en fait, il faut que tu varies tes posts LinkedIn. Il faut que tu fasses des posts sur l'entrepreneuriat parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus visible, parce que ça va intéresser beaucoup plus de monde. Plus large, ouais. Donc tu peux avoir beaucoup plus de likes, beaucoup plus de réactions, tu vas être beaucoup plus visible. Et ensuite, tu vas utiliser des posts mofu et tofu pour être un peu plus dans la conversion de ton audience. Tu vas essayer de convertir ton audience d'entrepreneurs et de startups vers ton offre fintech. Alors moi, je n'utilise pas cette méthode. Je la trouve un peu trop scientifique. Moi, je suis plutôt, comme je disais tout à l'heure, sur personal branding technique. Okay. Beaucoup plus bottom of funnel pour le coup. Moi, je suis plus partisan de dire faites des posts qui répondent aux problématiques de votre audience. Après, il y a un sujet, tu vois, les frameworks, ils sont pas systématiques. Tu vois, les méthodes, elles sont pas systématiques. Si tu as un business où tu as énormément de clients, tu vois, je sais pas, je suis un logiciel de banque, tu vois, par exemple, je suis une banque, peut-être que je vais m'intéresser un peu plus à cette stratégie de tofu, mofu, bofu, parce que je vais besoin de faire du volume, en fait. Mais si tu n'as pas besoin de faire du volume, j'irai pas m'embêter à faire un truc hyper scientifique comme le tofu, mofu, bofu. Je ferai plutôt personal branding, conseil pour mon audience cible, et je m'arrêterai là. Moi, j'ai fait un peu ça. J'ai fait un peu du tofu, mofu, bofu au début. Avec tofu, des trucs un peu entrepreneurial, ton quotidien, comment tu fais pour gérer ton temps, enfin, des trucs un peu qui touchent à tout le monde. C'est comme ça que moi je l'avais défini. Le mofu, c'était un peu plus dans l'expertise comptable, mais pas adressé aux experts comptables. Enfin, c'est parler un peu de l'image que les experts comptables ils ont. Comment, par exemple, ce que j'ai donné comme exemple tout à l'heure, comment être plus réactif face aux demandes. Ça, pour moi, je le mettais pas dans la catégorie technique. Et le bofu, c'est des posts hyper techniques sur une TVA, un truc, un machin. Donc, j'ai fait ça. Mais au final, comme tu dis, moi, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte qu'au final, j'arrivais plus à classer ce qui était le tofu, mofu, le bofu. Finalement, ça s'est classé en deux. C'était est-ce que je donne de la valeur techniquement, précisément à destination des entrepreneurs, ou est-ce que je parle d'un sujet un peu personal branding, quoi. Et en fait, moi, je te rejoins sur une partie du point quand tu dis j'arrive pas à identifier. C'est beaucoup trop, comme tu dis, c'est beaucoup trop une approche, je sais pas, scientifique. Moi, je trouve ça scientifique. En fait. Ouais, voilà, beaucoup trop large. Moi, j'aime bien les choses simples. Souvent, je dis, tu vois, tout à l'heure, je dis, LinkedIn, il y a 2 parties. Ouais. Tu vois, j'aime bien les choses simples. Et pareil, pour LinkedIn, pour créer une stratégie de contenu, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais faire du personal branding, du technique. Et c'est tout. Je trouve ça beaucoup plus simple que le tofu, mofu, bofu. Ouais. Alors, à quel rythme faut-il publier? Ça, souvent, ça revient. Quel est le rythme? C'est une question qui arrive tout le temps. Est-ce qu'il faut poster tous les jours? Est-ce que si je poste... Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, moi. Mais je vais avoir le tien d'abord. Écoute,
Première chose, j'aurais peut-être dû le dire dès le début, c'est que la première règle sur LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de règle. En fait. Il y a tout et son contraire qui fonctionne. Maintenant, nous, on a assez de recul parce qu'on connaît des créateurs. Moi, on travaille avec des créateurs. Toi, tu es créateur de contenu. Moi aussi, on en connaît plein. On a vu assez de posts et on a assez discuté avec des gens pour savoir ce qui, dans la majorité des cas, fonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on en a discuté en off. LinkedIn, c'est comme le droit. Il y a la règle, la généralité et il y a des exceptions. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, je vais essayer de faire une réponse un peu générale. Sur LinkedIn, plus tu postes, plus tu es visible, plus tu rentres dans la tête de ton audience, plus tu es une référence, plus tu as des chances de créer des opportunités. Donc moi, mon avis, c'est plus tu postes, mieux c'est. Mais, donc là, c'est l'exception. Poster pour poster, ça sert à rien non plus, tu vois. Donc, s'imposer le fait de, OK, faire un post par jour du lundi au vendredi, OK, c'est ma stratégie. Donc, je vais mettre la pression pour forcément poster des trucs. Je vais arriver à un moment où je vais poster pour poster. On se fatigue, on poste des trucs qui servent à rien. Bon, ça, c'est l'envers, c'est un peu le revers de la médaille. Donc, moi, ce que je préconise, c'est oui, il faut poster chaque semaine. Si vraiment LinkedIn, c'est un axe stratégique pour ta société, c'est un axe marketing que tu as identifié cette année, il faut poster chaque semaine, il faut réagir tous les jours. Maintenant, est-ce qu'il faut poster tous les jours ? Moi, je poste tous les jours. Je suis un partisan du volume. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Donc, j'attends de savoir ton avis et peut-être après, on va rebondir. Alors, mon avis, il est très simple. C'est-à-dire que moi, sur cette histoire de fréquence, j'ai un avis très tranché sur le fait que, parce que moi, je l'ai fait. J'ai posté, il y a eu une période où je m'étais fixé un challenge, là, je postais tous les jours, 7 jours sur 7 pendant un mois, et j'étais KO. J'étais fatigué à la fin. Donc en fait, je me suis dit, honnêtement, c'est pas une course de vitesse, c'est marathon. Enfin, c'est un marathon. Donc en fait, je préfère quelqu'un, je préfère, mieux vaut, pour mon avis à moi, mieux vaut quelqu'un qui arrive à poster 2 fois par semaine, de janvier à décembre, 2 fois par semaine, mais au moins il tient janvier à décembre, que quelqu'un qui va se forcer à poster 7 jours sur 7, mais qui va tenir que 3 mois parce qu'après il sera fatigué, parce qu'après ça va le saouler, parce que des fois on fait un genre de burn-out, quoi. Des fois voilà, donc si tu postes tous les jours, etc. Donc bon, si tu arrives si je passe à un Thibaut, lui, il peut poster 2 fois par jour. Voilà. Voilà, c'est ça. 7 jours sur 7, tu vois. Mais si tu arrives à tenir sur la durée, mais peut-être avec moins de fréquence par semaine, mieux vaut ça que quelqu'un qui va tenir que 3 mois et après qui va être dégoûté de la plateforme. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est embêtant parce que jusqu'à maintenant, on est d'accord sur tout. Moi, quand j'ai des clients qui viennent travailler avec moi, soit sur le ghostwriting ou sur un consulting LinkedIn, ils veulent se lancer, je leur donne toujours, encore une fois, une méthode simple qui est un peu 20-80. Voilà, c'est les 20%, c'est la méthode, tu vois, tu bosses à 20% dessus, tu auras 80% des résultats. C'est, on poste 2 fois par semaine. Et on est actif tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, comme on a dit tout à l'heure, sur LinkedIn, il faut participer, il faut donner pour recevoir. Donc, tu peux donner de 3 façons différentes sur LinkedIn, selon moi. La première façon, c'est de poster. Donc, moi, je préconise de poster au moins 2 fois par semaine. Souvent, le mardi et le jeudi. On en parlera tout à l'heure, je pense. Ça, c'est bon, tu vas c'est sortir souvent, c'est à quelle heure, quel jour, selon la lune, quand est-ce qu'il faut poster sur LinkedIn. Celle-là, je la sens venir. Donc, voilà, moi, je préconise 2 posts LinkedIn par semaine, c'est le minimum. Parce que, tu vois, tu es quand même souvent présent, tu donnes de la valeur, mais 2 fois par semaine, c'est tenable. Tu peux tenir sur le long terme. Tu peux tenir sur une année, quoi. Voilà, on est sur un objectif marketing. On l'a dit, le marketing, c'est être là souvent sur le long terme pour résonner auprès de ton audience. Donc ça, c'est la première chose. Pour être visible sur LinkedIn, c'est publier du contenu. 2 fois par semaine, pour moi, c'est le minimum. Ensuite, il y a le fait de créer le fait de faire des interactions. C'est le mot que je cherchais. Des interactions avec ton réseau. Ça, pour moi, c'est tous les jours. Ouais. Donc, il faut se dire que si tu te lances sur LinkedIn en tant que dirigeant ou créateur de contenu, il va falloir être présent au moins 20 minutes. Moi, c'est ce que je conseille. Non, attends. Attends, parce que je crois que tu m'as mal compris. Moi, je parlais des posts. Okay. C'est-à-dire poster, prendre la parole, faire un post. Alors, je m'arrête là. Non. Pour moi, c'est au moins 2 posts par semaine. Non, moi tous les jours,
tu fais une petite 20 minutes, une demi-heure, même si tu n'as pas posté, mais au Ouais. moins tu réagis, tu commentes, tu vois ce qui te plaît, tu réagis, Ok. etc. Moi, je parlais vraiment des posts. Parce qu'en fait, Concernant les posts. réagir, Ok. quand tu prends ton téléphone, tu lis un post, ça t'intéresse, tu réagis, Ouais. c'est pas la même chose que réfléchir à un post, une idée, le Non. rédiger, le programmer ou le publier, etc. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai dit que poster, Ok. poster tous les jours, si tu peux tenir une année, tant mieux. Mhm. Mais c'est vrai que poster tous les jours, moi je l'ai fait, c'est trop dur, ça te bouffe l'énergie. Et des fois même, tu te mets une pression qui n'a pas lieu d'être. Exact. Ah ouais, j'ai pas fait mon post du jour, enfin, tu vois. Et moi, quand j'avais fait ça, j'ai tenu un mois. Mais après, vraiment, je sentais une pression qui n'avait pas lieu d'être. Parce que c'est pas comme si j'ai raté une TVA d'un client que j'ai pas envoyé, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc je me suis dit, écoute, Rabat, peut-être mieux vaut partager, poster 3 fois par semaine, mais tenir 5 ans, Exact. tu vois, Mhm. que poster 7 jours sur 7 et à la fin du mois, que tu sois KO, quoi. Alors, donc sur ce point-là, on est d'accord, Yes. on avance. Donc ça, c'est la fréquence. Donc la fréquence, bon, pour conclure là-dessus, tu me diras si tu es d'accord, c'est essayer de tenir sur, en fait, sur une longue durée, même si c'est un peu moins de 2 fois par semaine, enfin 2 fois par semaine minimum, Mhm. mais tenir sur une longue durée, quoi. Est-ce que sur ce point-là, on est d'accord? Ouais, c'est être régulier, donc Régulier. être souvent là, mais et sur le long terme. C'est ça, c'est le Ouais. plus important. Ben, du coup, tu m'as devancé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que sous-côté ou surcoté ces histoires de faut publier tel jour, telle heure? Ouais. Alors, surcoté ou sous-côté, je pense que c'est côté normal en fait. C'est côté normal. En gros, sur LinkedIn, on a quand même plus de chances d'être vu si on publie la semaine déjà, tu vois, du lundi au vendredi. Tu vois, les professionnels, il y en a très peu qui vont sur LinkedIn quand même le week-end. Déjà, ça, on peut se le dire. Il y en a très peu qui vont sur LinkedIn entre minuit et 4 heures du matin, tu vois. Donc, on a déjà beaucoup plus de chances d'être vu de son audience professionnelle si on poste la journée de 8h à 19h. Tu vois, ça paraît logique. Après, on rentre dans de l'optimisation. Et dans l'optimisation, c'est vrai que il y a tout et son contraire. On peut se dire, ok, moi je m'adresse à, encore une fois, moi je m'adresse à des professionnels de la finance, donc je me dis, ok, j'ai pas mal d'experts comptables dans mes clients, et je vais me dire, je vais quand même plutôt poster le matin. Du lundi au vendredi, je vais poster le matin plutôt entre 8h et 9h, parce que je sais que soit ils sont dans les transports, soit c'est un peu la routine quand tu arrives au bureau, tu ouvres tes emails et tu ouvres LinkedIn, tu regardes un peu et ils ont plus de chances de tomber sur mes posts. Donc moi, c'est vrai que je suis un peu plus partisan de poster la semaine, le matin, ou alors le soir, tu vois, entre 16h30 et 18h30, parce que soit il y a une petite pause café qui va passer par là, soit il y a les transports sur le retour. Ça, c'est de l'optimisation, tu vois. Après, encore une fois, il y a tout et son contraire. Moi, je connais des gens, ils m'ont dit, ouais, j'ai posté une fois un truc à minuit, ça m'a traversé l'esprit, le truc, il a pété. Mais ça, pour moi, c'est de la marge, tu vois. Ouais. Encore une fois, dans une approche 20-80, je pense que c'est quand même très logique de se dire que sur LinkedIn, je vais quand même poster du lundi au vendredi, soit à 8h, soit à 18h, parce que j'ai plus de chances d'être vu. J'ai aussi plus de chances d'être dilué, parce que moi, les créateurs de contenu, sur la thématique finance ou marketing, Tout le monde partage à 8h. tout le monde partage à 8h ou à 9h. C'est Donc, ça. du coup, tu peux être dilué, tu vois. C'est un peu l'enfer du truc. Donc, on est un peu dans de l'optimisation, tu vois. Tu vois, moi, par exemple, sur ce point-là, j'ai vraiment un avis tranché. Pour moi, Ouais. c'est trop surcoté. Ah, surcoté. Ouais, c'est trop surcoté. Alors, je m'explique. Par contre, j'ai 2 approches. Mhm. Pour moi, c'est trop surcoté parce que t'entends tout le monde dire faut partager, faut publier 7h30 ou 8h ou je sais pas quoi le matin, obligatoirement. Tu vois. Moi, j'ai fait des posts. Après, peut-être que le post il était meilleur que celui qui a été partagé à 8h. Des fois, j'ai partagé à 8h, j'ai fait un flop. Et des fois, j'ai partagé à 14h, ça a marché, quoi. Tu vois. Donc ça, pour moi, c'est trop surcoté. Par contre, je trouve, tu me donneras ton avis là-dessus, je trouve que c'est quand même bien de donner une habitude à son audience. Exact. C'est-à-dire que même si tu choisis pas de poster le matin comme tout le monde, si par exemple tu choisis de poster à midi, tous tes posts, tu les fasses à midi, au moins tu habitues l'audience, les gens qui aiment te lire, ben, au moins ils savent que tous les mardis et jeudis, par exemple, ben, tu postes à midi. Là, je trouve que c'est c'est une belle façon de faire. Mais s'obliger à poster tous les matins à
7h30 parce que... Et moi, après, c'est personnel. Dans mes posts, avant, je postais tous les matins. 7h30, 8h. Ça marchait, sauf qu'à un moment donné, comme tu as dit, c'était dilué, quoi. C'est-à-dire, il y avait 50 000 posts qui partaient à la même heure, à 8h, machin. Donc, bon, moi, maintenant, j'évite de poster le matin. Je te dis ça, je l'ai fait ce matin, mais en gros, dès que je peux, je poste vers midi et demi. Parce que pareil, je me dis, c'est l'heure où, peu importe ce que tu fais, si t'es en France, quand même, c'est l'heure de pause. Tu vois, à midi, tout le monde mange, enfin, normalement. Donc, moi, et du coup, j'essaye d'habituer mon audience à partager, à publier, à poster tous les midis. J'ai posté là-dessus sur quand est-ce qu'il vaut mieux poster, quel jour, quelle heure. Et là, il y a Jonathan Plateau, je pense que tu le connais, c'est un créateur de contenu autour du contrôle de gestion. Ouais. Il a dit un truc très vrai en commentaire. Il m'a dit, moi, je poste au moment de la journée où je suis susceptible de répondre aux commentaires et d'interagir avec mon audience. Oui, pas mal. Et je me suis dit, mais en fait, il a trop raison. En fait, il faut être présent, il faut poster au moment où on peut quand même être présent pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes pour répondre aux commentaires et créer des interactions. Et ça, je trouve que c'est très, très juste. Tu vois, j'avais pensé à ça aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, au-delà du fait que je trouvais qu'il y avait trop de monde le matin, c'est pour ça aussi que d'ailleurs, j'ai arrêté de poster le matin. Parce qu'en fait, pour moi, même si je programmais le post et qu'il partait à 8h ou à 7h45, avec l'organisation que j'ai, je dois ramener ma fille à la crèche, mon fils à l'école, il était impossible d'interagir. C'est-à-dire que des fois, je répondais et ça n'avait plus de sens. C'est-à-dire que des fois, le temps d'arriver au bureau, de reprendre mon téléphone, le post, je l'avais fait à 7h30, 8h. Je réponds aux commentaires, il est 9h30, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, alors qu'à midi, je partage à midi, pendant le repas, entre 2-3 pauses, tu vois, je peux toujours interagir aux commentaires, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne façon de... Ouais. Est-ce qu'il faut programmer les posts ou pas? Alors, il n'y a pas de est-ce qu'il faut. Il faut le faire, ça. Non, c'est pas il faut pas. Mais programmer, pour moi, c'est un outil au cas où. Tu vois, ce matin, je suis venu te voir. Je pouvais pas être sur LinkedIn, tu vois, j'avais 3 heures de route. Bon, ben, j'ai programmé mon post. Bon, moi, j'ai l'habitude de poster le matin, donc j'ai programmé pour 9h hier. Comme ça, j'ai pu prendre la route. Mon post, il s'est publié. Quand je suis arrivé ici, j'ai répondu aux commentaires. Pour moi, c'est un outil au cas où. Tu vois, si je peux pas poster, je vais programmer. Mais dans cette logique de créer des interactions avec ton audience, ben, je trouve pas ça logique de programmer un post. Parce que si tu programmes, ça veut dire que tu seras pas derrière ton ordi pour répondre aux commentaires. Pour interagir. Ouais. Alors, ça peut être un outil pour les... Tu vois, je suis community manager, par exemple. Je vais programmer les posts de mon client. Ça, c'est très bien. Je sais que mon client, derrière, il va répondre aux commentaires. Donc ça, c'est bien. Mais pour moi, je le vois juste comme un outil au cas où programmer. Okay. Parce que sinon, ben, si je programme, ça veut dire que je suis pas là à l'instant T, donc je peux pas interagir, donc ça sert à rien. Tu sais, j'ai tout essayé avec l'histoire de programmer. Alors, c'est bien parce que tu peux avoir du contenu à l'avance, etc. Mais moi, j'y arrivais pas. Enfin, j'arrive pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que autant je prépare des posts, je les mets sur mon Notion et après, je partage quand je peux. Mais programmer le post, je l'ai fait et je le fais de temps en temps. Mais comme tu l'as fait là, c'est-à-dire, je sais que je dois poster demain et que peut-être que j'ai un rendez-vous, un call, un déplacement, etc. Donc, je le programme. Mais l'habitude de le programmer, j'arrive pas parce qu'en fait, j'ai l'impression de pas vivre à l'instant présent. Je sais pas, c'est très bizarre comme ressenti, mais je préfère avoir en stock dans mon Notion 5-10 posts qui sont là. Là, je sais que je pourrais répondre aux commentaires, je le poste et go, quoi, tu vois. Mais après, c'est vrai que ça dépanne beaucoup, quoi. Ça dépanne beaucoup. Ça dépanne. Pour moi, c'est pas une bonne pratique à utiliser tout le temps, mais ça dépanne. Par exemple, je me dis, ok, demain, je vais, tu vois, toi, t'as des enfants, je vais déposer mes enfants à l'école à telle heure-là. Ben, je peux programmer mon post pour cette heure-là. Comme ça, les 5 minutes, une fois que j'ai déposé mon enfant, je garde 10 minutes dans ma voiture, je peux répondre aux commentaires. Ça, c'est pas mal, tu vois. Okay. Mais je pense qu'on peut appuyer sur ce point. On en parle, en fait, depuis 5 minutes. C'est que publier, c'est bien. Interagir, c'est mieux. C'est hyper important sur LinkedIn, encore une fois, de participer au réseau et donc de créer des interactions. Donc, répondre aux gens, poursuivre des conversations qui ont commencé en commentaire, les poursuivre en message privé. Tu vois, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on génère des opportunités. C'est en créant vraiment du lien et des discussions avec les gens.
C'est très, très, très pertinent parce qu'en fait, moi, je me suis fait des potes sur LinkedIn. Regarde, on en est là. J'ai connu des confrères qui sont devenus des amis. Et maintenant, on a créé même un groupe WhatsApp. Enfin, tu vois, LinkedIn, c'est fort. Pareil. Tu te fais un réseau, tu te fais des opportunités. C'est génial. Le prochain sujet, j'ai eu un débat la dernière fois avec des confrères qui partagent aussi sur LinkedIn. On n'était pas forcément d'accord. Est-ce qu'il faut obligatoirement, absolument mettre une image pour que mon post fonctionne? Mettre une photo. J'ai posté là-dessus ce matin. Déjà, quand on te dit est-ce qu'il faut et obligatoirement, non, déjà les deux mots, oui, on les fait sauter. Je vais jouer le jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que ton post doit fonctionner? Oui. Les posts qui ont des images, les posts qui ont des visuels fonctionnent mieux. C'est très simple. Pourquoi? Parce que, en fait, LinkedIn, c'est un réseau social comme un autre. Les gens, ils scrollent dessus. Et le jeu, pour les créateurs de contenu, ça va être que les gens, ils s'arrêtent sur ton post. OK? Les images, les belles photos, les images, les carousels, c'est ce qu'on appelle des scroll stoppers. Donc, c'est-à-dire que la personne, si elle voit une belle photo, une image, bam, elle va s'arrêter. Tu vois, et ça, déjà, ça fait que ton post, il va surperformer parce que LinkedIn, l'algorithme, il va se dire, OK, les posts de rabat, ils fonctionnent bien parce que les gens, ils passent déjà beaucoup plus de temps dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des jolies photos. OK, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le fait de mettre... Alors, les visuels, il y a différents visuels. Il y a les photos, il y a les visuels, genre les fiches, les infographies, et il y a les carousels qui fonctionnent très bien sur LinkedIn. Donc, il y a plusieurs visuels. Tous les visuels ont un effet scroll stopping. Les photos ont cette particularité en plus de créer de l'humain, en fait, d'humaniser tes posts. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fonctionne très bien. Je trouve que, et c'est aussi pour ça que les formats podcast fonctionnent aussi. Lire quelqu'un, moi je suis un fan d'écriture, j'écris beaucoup sur Internet depuis 2018. Écrire, c'est très bien, ça permet de partager ses pensées, mais il y a un aspect, ça manque d'humanité en fait. Tu vois, par rapport à de la vidéo, par rapport à de l'audio, par rapport à de la photo. Donc, c'est pour ça que mettre des posts en plus avec des photos, ça crée un lien humain. On sait que ça peut jouer, ça peut casser un peu cette barrière entre le créateur de contenu aussi et l'audience. Alors, je suis un peu modéré par... Alors, je trouve que les posts avec des images, généralement, comme tu as dit, de façon générale, ça marche beaucoup plus que les posts sans images. Par contre, l'extrême, parce qu'il y en a qui pensent que s'il n'y a pas d'image, le post il va pas marcher. Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, il y a certains posts où si tu as une belle accroche et que ce que tu dis c'est intéressant, ça marche, quoi, tu vois. Et j'avais eu un débat avec un confrère qui n'était pas d'accord et je lui avais dit, écoute, on avait un groupe WhatsApp, je lui avais dit, écoute, demain, je vais faire un post sans photo et je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher parce qu'en fait, la phrase d'accroche, je me suis dit, c'est sûr, les gens, ils vont, tu vois. En fait, je parlais j'ai fait un post un peu storytelling où j'expliquais le cas d'un ancien pote à moi qui était venu me demander des services d'expertise comptable et qui, en fait, qui a perdu de l'argent parce que ce qu'il a fait, c'est que, en fait, il a voulu faire son bilan lui-même. Tu vois, donc en fait, dans la phrase d'accroche, c'était il a failli perdre 5000 € parce qu'il voulait faire son bilan lui-même, quoi. Tu vois. Et après, dans le post, j'ai expliqué qu'il pensait qu'il n'a pas eu d'activité, donc le bilan zéro, j'ai dû tout reprendre, etc., etc. Et mais rien qu'avec cette phrase d'accroche, je crois que le post aujourd'hui, il a fait 50 000 impressions, quoi, tu vois. Donc, c'est pas forcément. Enfin, mais oui, ça joue. Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça joue, ça apporte de l'humanité. Moi, ce qui me dérange un peu dans le fait qu'on s'oblige à mettre des photos à chaque fois, c'est que des fois, enfin, je vois souvent des posts où la photo n'a rien à voir avec ce qui a marqué dedans, tu vois. Et j'ai l'impression que, dommage parce que le post, il est bon, mais comme la personne voulait absolument mettre une photo, elle te met une photo qui n'a rien à voir avec
Enfin, pas qu'il n'a rien à voir, mais des fois, c'est complètement décalé, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, Ouais. en fait, ça arrête les gens, quoi. C'est ça. Ça arrête les gens. Donc, je comprends que des fois, on voit des photos, tu vois, très stylées. Les gens, ils font des shootings et à côté, ils font un post sur la différence entre la SAS et la SARL, tu vois. Mais en fait, c'est juste que ça arrête le regard des gens et ça rajoute de l'humain, quoi. Ce que tu disais là, ça me fait penser à deux choses. Ouais. C'est que il vaut mieux un post sans image qu'un post qui nuit à ton image. Donc, en gros, si ton image, si t'as pas des photos stylées, vraiment des belles photos, ou que t'as pas, ou que ton visuel il est trop approximatif, c'est toi qui l'as fait sur Canva, tu vois, moi je suis nul dans les visuels, je sais pas les faire, ça faut pas. Ou alors t'as fait une image avec l'IA, et ça te génère un truc où le mec il lui manque un doigt, ou alors il y a des écritures où tu comprends rien. Non, faut pas. En vrai, soit t'as une très belle image, un très beau visuel, un beau carrousel, une belle photo, mais là direct ça va booster ton post, c'est sûr. Sinon ne mets rien. Et par contre là, tu l'as dit, le mot-clé, c'est l'accroche. En fait. Voilà, pour accrocher les gens, il y a les photos, il y a les visuels, mais il y a surtout la première phrase de ton post. C'est ça qui va faire que la personne, elle va se dire, elle va cliquer sur le fameux voir plus. Voilà, sur LinkedIn, je ne sais pas si vous visualisez les personnes qui nous regardent, mais en gros, quand on voit des posts, que ça soit sur son téléphone ou sur l'ordi, on voit que le début du post. Et après, il faut cliquer sur voir plus pour tout lire. Donc, l'accroche, c'est hyper important. C'est comme le titre d'une vidéo YouTube ou le nom d'un livre, par exemple. Ouais. C'est le truc qui fait que les gens ils vont s'arrêter et vont vouloir lire la suite. Dedans, c'est hyper important. Ben, tu vois, là, du coup, tu m'as devancé parce que la prochaine question, mais c'est bien parce que du coup, on a pris de l'avance. Le prochain sujet, c'était la structure d'un bon post. C'est quoi un bon... Enfin, après, tu vas me dire, ça dépend de comment tu formules la phrase, etc. Mais il y a quand même des éléments dont l'accroche en premier, et après ce que tu mets dedans, est-ce que tu mets des hashtags, est-ce que tu dois identifier des gens, est-ce qu'il faut à tout prix mettre un call to action, je pense par exemple à des emojis, il y en a qui mettent plein d'emojis, enfin, il y a une tendance là en ce moment, je vais pas cracher dessus parce que moi aussi je l'ai fait, mais à la fin j'ai senti que ça n'apportait pas grand-chose. C'est la fameuse tendance à la fin du post, tu te présentes un peu, je suis machin, je fais ça. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est quoi la structure d'un bon post pour toi? Est-ce que ces trucs-là, faut éviter, faut les mettre? Comment tu... Bah écoute, on va faire simple encore une fois. La structure d'un bon post, c'est quoi? C'est déjà une bonne accroche. Ouais, 80%. Okay, ça, c'est 80% du boulot. C'est le titre de ta vidéo YouTube, c'est le titre de ton livre, c'est l'étiquette de ta bouteille de vin. C'est 80% du résultat, il est dans l'accroche. Il y a des techniques d'accroche, les chiffres, ça marche très bien. Les 5 étapes. Tu vois, tu as parlé d'argent, tu as 5 000 euros, j'ai perdu 5 000 euros, les 7 erreurs à éviter, les 3 bonnes pratiques, ça marche bien. Il y a les accroches un peu qui vont te faire twister, c'est-à-dire avant je croyais que, mais j'avais tort. Maintenant, c'est ça. Voilà. Et du coup, les gens ils veulent voir pourquoi il a. Ou alors je fais une grosse affirmation. Être riche, c'est le seul moyen d'être heureux. Je vous explique pourquoi. Mais pourquoi il dit ça lui? Tu vois, j'ai de suite envie de cliquer. Bon, ça c'est plein de techniques. Mais l'accroche, c'est hyper important. Ensuite, il y a le corps tu vois, ce qu'il y a, le centre de ton message. Alors pour moi, déjà, la base de la base, c'est un post égale un sujet. Souvent, quand on se lance sur LinkedIn, tu sais, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de choses à dire, et du coup, on va dire beaucoup de choses sur un post. Toi, t'es trop chaud, t'es trop content de ton post, mais en fait, ton audience, quand il va le lire... Il y a beaucoup trop d'informations. Trop d'informations, elle va rien retenir. Donc, et surtout, petite parenthèse, aérer le texte. Des fois, je vois des textes. Je prends le temps de lire parce que c'est intéressant, mais je me dis, putain, mais c'est dommage, parce que s'il avait juste sauté une ligne ici, ben, son post... Et la dernière fois, là, même pas 2 jours, j'écrivais à un confrère qui fait des... Bon, et après, il n'est pas de la même génération que moi. Il doit avoir son cabinet depuis une 20aine d'années. Il fait des posts ultra techniques, très intéressants. Moi, je suis expert comptable, mais genre, je me nourris de ce qu'il écrit. Mais par contre, c'est des pavés comme ça. Et du coup, mais moi, ça me faisait mal au cœur parce que je sais qu'il fait des bons posts, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, non, c'est bon. Parce qu'en plus, il interagissait des fois à mes posts, etc. Donc, je lui envoie un petit message en privé. Je lui dis, j'adore ce que tu fais. Mais s'il te plaît, si je peux me permettre, vraiment, est-ce que tu peux juste aérer un peu, sauter de ligne, etc. J'avais peur qu'il le prenne mal.
En plus, c'est pas un mec de ma génération, me dire d'où il vient celui-là, il me parle de... Et finalement, il l'a bien pris, il a dit ah, merci pour ton conseil, etc. Et le lendemain, il a fait des posts, il a sauté de lignes. Bam, bam, bam. Et c'était trop clair. Genre, et là, j'ai vu qu'il a fait 2 fois plus de likes, quoi. Ah ouais. Bon, c'était la petite parenthèse. Non, mais c'est clair. Mais LinkedIn, c'est un réseau social. Les gens, leur temps, il est limité. Il faut leur faciliter la tâche le plus facilement possible. Si j'ouvre un post, je vois que c'est un gros pâté, jamais je vais le lire. En fait, j'ai pas le temps. Je préfère aller sur TikTok ou regarder autre chose, tu vois. Donc, c'est hyper important de, comme je disais tout à l'heure, un post égale une idée pour pas brouiller l'esprit des gens. Et évidemment, aérer un maximum. Une phrase, je dis un seul point, une seule chose dans une phrase, je saute une ligne tout le temps. Je fais des bullet points, je fais des paragraphes. C'est hyper important. Un post LinkedIn, pour moi, ça se lit un peu comme... c'est un peu du rap. C'est comme une vidéo LinkedIn, une vidéo YouTube. C'est très séquencé. C'est tac, 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 tac. J'ai tout de suite envie de connaître la suite. Donc, très séquencé, toujours autour d'une seule idée. Et pour moi, il y a 3 parties dans un post LinkedIn. Si je dois simplifier, l'accroche, le corps du texte, vraiment ce qui a le point central, et l'appel à l'action. Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ton post, la personne, elle va partir, elle va aller ailleurs, tu vois. Et ça, c'est pas le but. Le but, c'est que la personne, elle crée des interactions avec toi selon tes objectifs. Donc, toujours mettre un appel à l'action. Ça peut être quoi? Ça peut être, dites-moi en commentaire votre avis sur nanani, nanana. Ouais, et vous, que pensez-vous de... Tu vois, ça, c'est pour créer des commentaires. Sinon, ça peut être sur... je m'appelle Rabat, j'ai une newsletter, tu vois, je fais n'importe quoi, j'ai une newsletter, le lien est sur mon profil, va t'abonner. Je simplifie énormément. Mais il faut toujours, et ça, encore une fois, ça vient un peu de YouTube. Les YouTubeurs, tout le temps, ils disent à leur audience, likez, abonnez-vous, téléchargez les trucs, parce que sinon, les gens, ils le font pas par eux-mêmes. Tu vois, les gens, ils ont la flemme. Moi, le premier, quand je suis sur le réseau, hop, je scroll, je passe d'un post à l'autre, tu vois, je donne très peu. Donc, il faut tout le temps donner un appel à l'action, et surtout, un seul appel à l'action, selon moi, par poste, tu vois, non, pas en faire 50. Alors, je trouve que déjà, je te devance, parce que tu n'as pas parlé de ça, mais moi, je trouve que tout ce qui est hashtag emoji, enfin... voilà. Non, mais tu as compris, quoi. Non, ouais, là, je pense qu'on a tous compris. J'arrive pas. En fait, quand je vois un post avec... fusée, là, non. ou sinon un seul, voilà. Mais des fois, tu vois des emojis partout, des trucs. Après, des fois, je te prends l'exemple d'un Nicolas Pajot. Je savais que tu allais parler de Nicolas. Nicolas Pajot, il te met des trucs, mais c'est cohérent. Tu vois, il te met des petits flèches, des trucs. Tu vois, tu arrives à suivre, machin, tu vois. C'est très cohérent, tu vois. Mais t'en as, ils te mettent des emojis, des trucs partout. Ok, tu as envie de parler d'un truc qui te tient à cœur, tu mets un petit cœur à la fin. Ok, tu vois, ça passe. Mais des emojis sur chaque ligne, non. Des hashtags, je trouve que ça sert à rien. Ça marchait à l'époque d'Instagram, pour rechercher un sujet en particulier. Les call to action, je trouve que c'est bien. Et j'avais suivi une formation d'un mec là sur... c'était pas une formation, c'était une vidéo gratuite qu'il avait envoyée. Comment il s'appelle? Ulysse. Ouais, Ulysse Lubin. Ouais. Très bon ce mec. Top. Très bon. Après, lui, il a une approche différente. Il dit la méthode un peu explorateur. C'est... bon, je te la fais simple. Lui, il dit, tu as 2 façons de faire sur LinkedIn. Soit tu as la méthode un peu... je suis un sachant. Ouais, t'es une autorité ou alors c'est ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et l'autre, c'est explorateur, apprenant. C'est genre, j'ai testé ça, voilà ce que je pense. Alors que de l'autre côté, tu vas dire, la TVA, c'est comme ça, il faut faire ça. Tu vois. Donc moi, vu que je suis expert comptable, donc pour avoir, moi, c'est la casquette un peu expert, je trouvais ça très intéressant d'aller voir un peu c'est quoi sa façon, comment il voyait un peu les choses. Dans sa façon, dans le truc explorateur, j'ai bien adoré. Et pour revenir au sujet en question, il avait dit, un bon post, tu peux l'augmenter. Tu peux en faire un post augmenté avec les commentaires. Et ça, quand j'ai découvert ça, ben je l'ai fait et je le fais souvent et ça marche super bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un post et en commentaire, tu vas augmenter ton post. C'est-à-dire tu rajoutes un truc en commentaire. Pas forcément un lien, mais en fait, tu dis, je sais pas moi, tu dis les 10 bonnes pratiques, je sais pas quoi. Et dans le post, tu mets vraiment les 10 bonnes pratiques. Et en commentaire, je fais un petit commentaire en disant, bonus, voilà, tu peux dire, je viens de penser à une 11e, ça peut être ça, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, tu rajoutes un petit truc en commentaire et les gens, ils viennent aussi commenter ton commentaire
Et je dis, ah ouais, mais c'est pas mal ça comme idée. Donc, des fois, moi qui aime bien faire des blagues, machin, donc des fois, je fais le post. Et après, je rajoute un petit commentaire en faisant une blague. Tu vois, genre. Et après, ça fonctionne souvent, ça. Ouais. Tu fais une petite blague en second degré, tu vois. J'étais pas du tout réveillé sur ma photo, tu vois. Il y a plein de gens qui vont me dire commenter souvent. Ouais, soit tu fais un petit bonus. Les bonus, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup en marketing. C'est donner encore plus que ce que les gens, auquel les gens ils s'attendaient, tu vois. Donc, donner des bonus. Ou alors, faire une petite dose, une petite pointe d'humour en commentaire, c'est que ça, c'est un petit plus. Mais moi, je suis convaincu que et là, je passe beaucoup de temps sur moi, c'est l'accroche. Il faut que ça percute. Il faut que... Et des fois, tu as des bons posts, mais malheureusement, l'accroche n'est pas top. Donc, tu vois, ça donne pas forcément envie de lire, alors que des fois, tu peux juste reformuler ou essayer de prendre le point le plus brillant, entre guillemets, qui ferait que les gens iront, et ça te change un post, quoi. Tu vois, donc, ouais, l'accroche, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Ah ouais, là, franchement, là, sur ce point-là, c'est tout ce qui est lien externe. Moi, je lis de tout. Et là, je t'avoue que j'ai pas trouvé une solution qui marche bien. J'ai tout essayé. Jusqu'à ce matin même, quand je parlais de... Parce que c'est ce matin que j'ai publié le podcast là, avec Fabio Coupas. Un coup, j'ai essayé de mettre les liens externes dans le post. Des fois, je le mets en commentaire. Mais j'ai tout de même l'impression que dès que tu mets un lien externe, LinkedIn, il te baisse un peu ton reach, quoi. Comment on gère les liens externes? Bah écoute, j'ai lu une étude encore ce matin là, sur LinkedIn, comme quoi les liens externes dans les posts, vraiment, c'est sanctionné. Ouais, voilà. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est... Encore une fois, il y a la règle générale et l'exception. La règle générale, ne mettez pas des liens dans vos posts. Voilà, ça va vous sanctionner. Mais moi, je dirais, dans 80-90%, ne mettez pas vos liens dans vos posts, ça va vous sanctionner. Par contre, d'un point de vue business, si c'est vraiment important pour vous un jour de mettre le lien dans le post, mettez-le. Par exemple, vous faites le lancement de votre nouveau site web. Bon, mais vous faites un post, c'est un site web, vous avez mis de l'argent dessus. Vous allez faire un post de lancement, vous avez travaillé ça, vous faites un super post. À la fin, vous mettez un appel à l'action, vous mettez le site vers votre site web. C'est important. Donc, en gros, moi, ce que je dirais, c'est dans la grande majorité des cas, ne mettez pas le lien dans le post, mettez-le en commentaire, sinon vous allez être sanctionné. Mais si ça peut vous servir pour votre business, par exemple, vous publiez une offre d'emploi, vous partagez votre newsletter, vous avez votre nouveau site web, vous partagez une nouvelle offre, mettez-le. C'est un truc que vous n'avez pas le choix, quoi. Bon, mais mettez-le. Ouais. Il n'y a pas le choix. Donc, tu sais que même les commentaires, des fois, j'essaie de mettre des liens en commentaire, j'ai quand même l'impression que... Mais oui, l'algorithme, il n'est pas bête. Il sait très bien que quand dans ton post, il y a écrit « le lien est en commentaire », l'algorithme, il la connaît, cette phrase. Il la connaît. Donc bon, ça te... Mais bon, après, si tu n'as pas le choix, tu le fais, quoi. Tu peux oublier de mettre le lien en commentaire, ou alors ton lien en commentaire, il va tomber dans les méandres tout en bas des commentaires. C'est pour ça que j'ai arrêté, moi. En fait, au début, je mettais le lien en commentaire, mais après, des fois... Si c'est un post que j'ai envie de programmer, putain, ça me fait chier. Ça veut dire que je peux pas programmer un commentaire. J'avais utilisé, il y a un outil là qui le fait super bien, mais j'ai quand même l'impression que vu que tu postes via un outil externe, ça te... Ouais. Comment il s'appelle l'outil là? Il y en a, Agorapulse, Metricool. Metricool. Ouais. Je l'avais testé pendant un mois, j'avais fait l'essai, il marchait super bien. Tu peux planifier le premier commentaire, etc. Mais quand tu n'écris pas le post via l'application LinkedIn ou le site LinkedIn, ça te nique quand même le truc, quoi. Donc c'est un petit point dans l'algorithme LinkedIn en moins, quoi. Ça, tout ce qui vient de l'extérieur. Donc moi, maintenant, je me casse pas la tête. Si je sais que d'avance, le post, il fera pas parce que du coup, j'ai mis un lien externe, mais j'ai pas le choix. Comment je fais pour envoyer la personne vers la vidéo YouTube? Tu peux pas. Tu vois, donc un point qui est pas mal par rapport à ça, c'est, on parlait tout à l'heure des appels à l'action. Parmi les appels à l'action qui sont intéressants, c'est comme sur YouTube, c'est d'encourager les gens à cocher la cloche. Donc d'ailleurs, là, si vous regardez le podcast sur YouTube, abonnez-vous au podcast de Rabat, mettez un like, mettez un 5 étoiles, et cliquez, cochez sur la cloche, comme ça, quand il y aura des nouveaux podcasts, bam, vous recevez la notification. Sur LinkedIn, c'est pareil. En appel à l'action, vous pouvez mettre voilà, je m'appelle. Bon, moi j'aime bien cette petite phrase à la fin des posts, dire je m'appelle Rabat, je suis expert comptable, je fais ci, je fais ça. Je publie régulièrement à ce sujet-là. Pour ne pas louper mes prochains posts, abonnez-vous et mettez la cloche.
Comme ça, en fait, que ton post il soit sanctionné ou pas par l'algorithme LinkedIn, bah, il va quand même atterrir dans les notifications de ton audience. Et ça, je trouve que c'est un hack vraiment cool. Magnifique. On a fait déjà un bon programme. Donc là, j'arrive vers les 4 derniers sujets. Quel format publier sur LinkedIn? Donc, sachant qu'il y a les formats texte tout court plus photo, les textes simples, on a les carousels, on a les fiches. Et surtout, j'aimerais qu'on parle un peu de la fameuse tendance qui est la vidéo. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ok. Alors, le premier point, tu vois, si je devais répondre à une phrase, je dirais publier le contenu avec lequel vous êtes à l'aise. À l'aise, ouais. Ok, toi, tu te demanderas le moins de... Voilà, t'es pas à l'aise avec la vidéo, t'es pas à l'aise avec la photo, tu sais pas faire des visuels, t'as personne pour faire tes carousels, fais du contenu écrit. Ok, t'es bon dans la vidéo, vraiment, c'est quelque chose qui peut te différencier, va faire de la vidéo. Tu sais faire des super carousels, t'as quelqu'un dans ton équipe pour faire des super visuels Canva, bon, mais fais des visuels. Donc, la première réponse courte, c'est créer du contenu avec lequel t'es à l'aise. Ensuite, la seconde partie, c'est, on l'a dit, LinkedIn, c'est un peu la guerre. Il faut arriver à se différencier par rapport aux autres. Il va y avoir de plus en plus de créateurs, même s'il y a encore beaucoup de place. Il faut qu'on se différencie. Donc, le format, c'est un moyen pour toi de te différencier. Nicolas, tu l'as reçu, c'est le roi des fiches, en fait. Et il s'est différencié, il a explosé parce qu'il a même créé une tendance, parce que le mec, bah, c'est le boss des fiches, tu vois, de conseils en gestion de patrimoine. Lui, je lui avais posé la question, je lui ai dit dans le podcast, je lui ai dit, mais pourquoi... toi, tu fais que des fiches, machin. Il a dit, écoute, et ça, j'avais trouvé ça très pertinent. Il a dit, Rabat, moi, je sais pas tenir une caméra, je sais pas faire des carousels, je sais faire des fiches. Je fais que ça marche. Je préfère être le spécialiste des fiches, je fais que ça et ça marche. Donc lui, il tape 100 fois dans le même clou et ça marche. Il a bientôt 65 000 abonnés. Donc voilà. Ah ouais, il a raison. Donc bon, le contenu avec lequel tu es à l'aise, et si le petit plus, la cerise sur le gâteau, c'est le contenu qui va pouvoir te différencier des autres. Tu vois, je suis le seul expert comptable qui fait des carousels de malade. Bon, ben ça va me différencier, rester, ouais. Tu vois. La vidéo. Alors la vidéo, c'est un format donc, qui a été développé de manière native sur LinkedIn. Je dirais fin 2024. Ouais. Fin 2024. Donc, c'est-à-dire que maintenant, dans LinkedIn, on peut importer des vidéos et il y a un feed vidéo comme un TikTok ou les réels Instagram ou les shorts YouTube. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse opportunité à l'utiliser. Pourquoi? Parce que un réseau social, quand il lance une nouvelle fonctionnalité, il va forcément mettre un petit premium, un petit bonus aux utilisateurs. Ils vont booster le truc. Ils vont te donner un gain en visibilité si tu participes à la nouvelle fonctionnalité. Pourquoi? Parce que eux, c'est un test en fait. Tu vois, tu vas les aider à tester la nouvelle fonctionnalité. Peut-être que dans 6 mois, malheureusement, la vidéo sur LinkedIn, ça n'aura pas marché, mais au moins ils auront testé. Donc il y a un premium à faire ça. Maintenant, c'est quand même beaucoup d'investissement, le contenu vidéo. Il faut créer des bonnes vidéos, il faut créer des shorts, il faut prendre le temps de les publier. Donc, il faut se dire quand même, c'est un investissement. C'est un moyen de se différencier, on l'a dit. Maintenant, je suis quand même forcé de dire, mais j'ai pas assez de recul sur la chose. Mais moi, je regarde pas trop de vidéos sur YouTube, sur LinkedIn. Je sais pas, toi, est-ce que tu les regardes? Alors, moi, mon avis sur cette histoire de vidéo, je sais. Alors, j'ai pas un bon pressentiment. Je m'explique. J'ai l'impression qu'en fait, LinkedIn, comme un peu tous les réseaux sociaux, ils suivent la tendance, tu vois. Et j'ai peur qu'en fait, ils poussent ça maintenant, mais que comme tu as dit, dans 3-6 mois, machin, on voit plus le petit truc qui apparaît sur le feed. Parce qu'on l'a vu, moi je me rappelle, il y a eu un moment où ils faisaient même des stories. Ils avaient même essayé les stories, LinkedIn. Ouais. Après, ils l'ont stoppé, tu vois. Parce que, je trouve que, de base, la nature de LinkedIn n'est pas les vidéos. De base, c'est pour des posts écrits, etc. Donc maintenant, je suis un peu nuancé. Oui, surfer sur la vague, tu vois. Donc, parce que maintenant, tu vois des vidéos qui font 50 000 impressions, des trucs. 100 000, 300 000 impressions, etc. Donc oui, surfer sur la vague, mais j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner sur le long terme, quoi. Je suis un peu comme toi, moi je suis plutôt en mode j'attends. Je regarde un peu ce que font les autres. Tu vois, Instagram, c'était un réseau social de photos à la base. Ouais, à la base, ouais. Et là, après, c'est devenu un réseau social TikTok, de vidéos. Reels, ouais. Donc en fait, on sait jamais s'il faut... tu vois, les YouTube Shorts, ils ont explosé aussi. Tu
Tu vois? Donc, s'il faut, sur LinkedIn, il va vraiment se passer quelque chose avec les vidéos. Moi, je croyais beaucoup en la story, ça l'a pas fait. Donc, j'évite de mouiller là-dessus. Si vous avez la compétence, le contenu, ouais, allez-y. Moi, je suis plutôt en mode j'observe un peu quand même. Ouais. J'en fais un peu parce que moi, je faisais beaucoup de vidéos sur Instagram, donc généralement, je republie, etc. Mais par contre, voilà, je recycle. Mais par contre, après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas encore établi une stratégie vidéo LinkedIn parce que je me dis, bon, je suis un peu nuancé, j'attends. Et en plus, j'ai l'impression que le rapport impression et like, machin, il est un peu disproportionné. C'est-à-dire que vu qu'ils mettent en avant les vidéos, donc tu peux avoir une vidéo avec 500 000 impressions pour 20 likes. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu... Après, bon... c'est la phase de test, hein, je pense. Hein. Ouais, ben justement, donc surfer. Mais après, donc moi, ma position, c'est ceux qui aiment faire de la vidéo, bah, profiter, tester, etc. Ça mange pas de pain, ça coûte rien. Mais après, mon approche un peu plus long-termiste, je me dis, bon, je sais pas, à voir. Je pense qu'il y a des créateurs qui vont craquer le truc. Il y a des créateurs qui vont arriver à comprendre comment faire des bonnes vidéos sur LinkedIn et qui vont exploser, qui vont prendre énormément d'abonnés parce que peut-être qu'ils vont comprendre quel est le format natif. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on republie. Mais souvent, on republie des réels sur LinkedIn ou des shorts sur LinkedIn. Voilà, ça fait du taf, tant mieux. Ça fait des impressions, tant mieux. Ça fait pas, tant pis. Alors que tu vois, c'est un peu comme TikTok. Sur TikTok, au début, il y a pas mal de créateurs. Moi, le premier, je prenais des shorts et je les balançais sur TikTok. Mais en fait, ce qui fonctionnait sur TikTok, c'est le format natif. De TikTok, je crée une vidéo pour TikTok. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un intérêt. Il y a des créateurs qui vont exploser sur LinkedIn avec des vidéos natives et ils vont trouver le truc qui fait que la vidéo est pète et que l'audience s'intéresse à eux et interagit. Ouais, bah écoute, à voir ce que ça va se passer sur la vidéo. Ah oui, et sur le premier point, moi j'ai un gros problème, et ça c'est dans tout. Là j'essaye de me canaliser un peu. J'ai un peu le syndrome de l'objet brillant, moi. C'est-à-dire que moi, sur la question sur le format, j'ai vu des fiches, j'aimais bien les fiches, j'ai testé les fiches, ça a un peu marché. Mais en fait, quelque chose est pareil pour les carousels. J'ai testé le carrousel, ça a marché. En fait, tout ce que je testais, ça a marché. Mais j'ai oublié un point important, c'est ce que moi, je kiffe. Tu vois? Et ça m'a joué des tours. C'est-à-dire que il y a eu une différence. Alors, je préfère faire 50 likes, mais faire quelque chose que je kiffe, que j'ai l'impression que ça me prend pas de temps à faire, que faire 200 likes, mais sur quelque chose qui me demande une charge mentale de fou. Tu vois? Et ça, je l'ai découvert plus tard. C'est-à-dire, je voyais des gens faire des fiches, j'ai suivi un peu la tendance, ça a marché. J'ai eu des belles impressions, j'ai eu des retours, des machins. J'ai testé le carrousel, j'ai vu, etc. Ça a marché. Mais moi, je suis un grand fan de vidéos et d'écrit. Tu vois, juste un post écrit comme ça, je peux te faire un post en 5 minutes, quoi. Tu vois, pareil, la vidéo, j'ai du matos, j'aime bien ça. Je suis un vidéaste de base, donc je kiffe ça. Et tout ce que j'ai testé qui n'était pas vraiment un kiff de base, je l'ai vite arrêté, quoi, parce que même si ça m'apportait quelque chose, donc pour moi, vraiment, l'élément important que tu as dit au début, faites ce que vous kiffez. Enfin, si tu es bon dans ça, est-ce que tu aimes ça, fais-le, parce que tu n'auras pas l'impression de passer du temps, quoi. Ouais, on en revient à ce qu'on disait au début du podcast, c'est que les gagnants à ce jeu, c'est ceux qui vont tenir sur le long terme. C'est ça. Pour tenir sur le long terme, si tu fais que des trucs qui te cassent la tête et que c'est que de la souffrance pour toi, tu vas pas tenir. À un moment, tu vas lâcher, tu vas exploser, tu vas ralentir, ça va te saouler. Alors que si tu kiffes vraiment aller sur LinkedIn parce que tu vas balancer des posts que t'aimes, parce que t'aimes la vidéo, parce que t'aimes l'écrit, parce que t'aimes les fiches, tu vas tenir encore plus longtemps. C'est ça le truc, c'est faire du contenu qui va te permettre de tenir longtemps. Donc il faut que tu kiffes ça quand même. Bon, le prochain point, je pense qu'on l'a déjà répondu, mais je vais quand même en parler. Je voulais qu'on fasse un petit point sur les commentaires. Yes. Donc, il y a 2 sortes de commentaires. Les commentaires sur ton post à toi. Donc, est-ce qu'il faut... comment gérer ça? Je pense qu'il faut répondre à tous les commentaires ou pas, etc. Et les commentaires sous les posts des autres. Donc, qu'est-ce que tu penses des commentaires, que ça soit sur tes posts ou sur les posts des autres? Comment tu... LinkedIn, c'est un réseau social, donc il faut créer des relations sociales. Les commentaires, c'est hyper important.
En gros, on ne peut pas se contenter de balancer un post et de fermer l'application. Tu vois, il faut vraiment créer des interactions pour que les gens s'abonnent à ton profil, pour qu'ils s'intéressent à ta marque, etc. Donc les commentaires, c'est juste hyper important. Donc déjà, la base de la base, c'est de répondre à tous ces commentaires. Tu vois, liker, répondre à tous ces commentaires. Au moins, un merci, tu vois, c'est le minimum des choses. Si on peut développer pour créer des conversations, tu vois, déjà avec les personnes les plus qualifiées de ton audience, c'est le minimum des choses, c'est répondre avec des commentaires un peu plus structurés et parfois poursuivre les conversations en message privé. Ça, c'est la base si tu veux générer des opportunités. Ensuite, effectivement, sur LinkedIn, commenter les posts d'autres personnes, c'est un hack, c'est un levier de visibilité énorme pour plein de raisons. Par exemple, quand on débarque sur LinkedIn, on n'a pas trop d'audience, mais on va pouvoir aller capter l'audience d'une autre personne en allant commenter leur post. Il y a forcément dans votre thématique des créateurs de contenu, un peu stars, voilà, certains parlent d'influenceurs, il y a forcément des stars qui sont suivis par votre audience. Donc, il va falloir aller commenter les posts de ces personnes-là pour être visible. Pourquoi ? Parce que sur LinkedIn, les gens lisent les commentaires. Tu vois, il y a des réseaux sociaux où les commentaires, les gens s'en fichent. Il y en a d'autres où ça interagit beaucoup. Tu vois, je pense que YouTube, il n'y a pas grand monde qui commente sur YouTube, mais par contre, il y en a, ils sont vraiment fans. Tu vois, il y a plein de gens qui commentent. Ouais, qui lisent les commentaires et qui... Ouais. LinkedIn, c'est un réseau social où il se passe beaucoup de choses dans le commentaire. Donc déjà, vous allez pouvoir interagir avec les gens qui commentent les posts de stars de votre thématique. Vous allez pouvoir trouver des clients, des prospects potentiels dans les commentaires. Ça, c'est la clé, tu vois. Et l'autre chose, c'est le principe de réciprocité. Donc ça, c'est un biais un peu psychologique. C'est donner pour recevoir, encore une fois. Si un jour, tu déménages quelque part, tu as besoin d'aide, tu toques chez ton nouveau voisin, tu dis, vous pouvez m'aider à déplacer ce canapé, tu vas l'aider, tu sais que tu vas être redevable envers cette personne. Tu vois, c'est vraiment un sentiment humain, c'est le biais de réciprocité. Sur LinkedIn, ça fonctionne aussi. Si je vais commenter tes posts tout le temps, tu vois, quelque part, je vais donner de la force, je vais donner de la résonance à tes posts. C'est fortement possible que toi, tu m'ajoutes, tu mettes des likes et tu viennes commenter un petit peu mes posts. Et si tu fais ça, toi, à des personnes qui ont un peu plus d'audience, ben en fait, le fait qu'une personne qui a une grosse audience commente ton post, ça va booster en fait la visibilité de ton post. Donc ça, c'est hyper important. Et j'en parlais tout à l'heure sur LinkedIn, il y a 3 choses à faire, 3 moyens d'interagir. C'est je poste, je commente et je me sers de la messagerie. Tu vois. Et en fait, il faut jongler entre ces 3 choses. Magnifique. Alors, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est que, s'il vous plaît, par pitié, faites des vrais commentaires. Ah ouais. Parce que des fois, je vois entre les commentaires un peu ChatGPT ou tu vois des commentaires bateaux en mode horrible. Avec des questions qui n'ont rien à voir avec le truc, ou des commentaires en mode juste j'ai commenté top. Super. Oh, c'est ça. Donc, bon, s'il vous plaît, faites des commentaires, mais faites des vrais commentaires. Moi, je préfère quelqu'un à la limite qui poste que je vois 5 commentaires, mais qui ont vraiment un rapport avec le post, où c'est un vrai commentaire de réflexion, où tu donnes ton avis, où tu partages ton point de vue. Je préfère voir 5 commentaires comme ça d'une personne que d'en voir 30. Mais en fait, tu te dis, c'est du... C'est hyper important de faire des commentaires constructifs, c'est clair et net. Moi, personnellement, quand je sens qu'un commentaire, c'est un commentaire sur mes posts, un commentaire bateau, je réponds même pas. Enfin, je lui dis, c'est un chat GPT. C'est ça. C'est ça. Je mets un emoji, je rigole. C'est ça. La réaction, je rigole parce que c'est très bien que tu m'as balancé une saucisse là, de chat GPT. Donc au final, tu vois, ça risque plus de te desservir qu'autre chose. Tu vois, des fois, j'ai pas trop le temps. Mais pour donner de la force à mes potes, parce qu'ils ont vraiment mis un post qui est stylé, où ils ont partagé une nouvelle de leur entreprise. Parfois, je vais mettre super, excellent, top, tu vois, je vais faire des petits trucs courts parce que j'ai pas trop le temps de faire plus, mais je vais le faire, tu vois. Oui, mais là, tu ressens, parce que moi, par exemple, il y a des personnes, alors, je suis d'accord avec toi, mais il faut préciser que ça dépend des personnes. Moi, je commente tes posts, toi, tu commentes les miens. Donc, je saurais que si je partage un bon truc, t'es content pour moi. Yes. Mais quelqu'un avec qui t'as envie de créer de la connexion, avec qui t'as jamais parlé, oui. Tu vois, tu mets un top excellent. Sticky, tu vois. Donc, bon, ok. J'avais noté 12. Non, j'avais noté 13 points. On est déjà à la 11e. Donc, on a bien avancé. 11e point. On en parlait en off hier, quand on préparait un peu vite fait comment on allait aborder cet épisode.
Je voulais qu'on parle de tout ce qui est accepter les demandes d'ajout. Moi, je te donne mon retour d'expérience. Avant, j'acceptais tout le monde. Tout le monde. C'était l'erreur fatale. J'acceptais tout. En fait, je comprenais rien. Moi, je faisais ce que je kiffais. Je faisais des posts, je commentais les trucs, machin, quoi. Mais je connaissais pas le rajouter, suivre, machin. Je faisais pas la différence. Je vois quelqu'un qui me rajoute, j'accepte, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu acceptes quelqu'un, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que tu lui donnes accès à ta messagerie. Donc, il peut t'envoyer des messages à tout moment. Ça peut être bien, c'est quelqu'un qui t'intéresse. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui t'intéresse, voilà. Et deuxième chose, c'est que tu as accès à sa vie, à son feed. Ouais. Et des fois, Ça pourrit ton feed. ça pourrit ton truc. C'est-à-dire que des fois, genre, il m'arrive jusqu'à maintenant que des fois, je vois des personnes que j'ai regretté d'avoir suivies, machin, je supprime, quoi. Tu vois, pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, je rate des bons posts des potes ou des bons posts qu'on me parle après parce que, en fait, j'ai trop de choses dans mon feed. Donc, quel est ton avis là-dessus? Il y a une particularité sur LinkedIn, c'est qu'il y a un peu deux dimensions. Je peux suivre quelqu'un et je peux l'avoir en relation. Je peux me connecter avec lui. Donc, suivre, c'est juste, je vais pouvoir voir ses posts. Et me connecter, c'est je vais pouvoir discuter avec lui et voir ses posts. Première chose, moi je vais être catégorique, c'est non, n'acceptez pas tout le monde. Ouais. Clairement. Ouais, franchement, pourquoi? Parce que ça va pourrir votre feed, ça va alimenter l'algorithme d'une manière négative, parce que si vous acceptez des personnes dans plein de domaines différents, avec des profils différents, etc., ça va peut-être diluer un peu l'algorithme, ça va vous proposer des choses un peu incohérentes dans votre feed ou dans vos suggestions de demandes d'amis que va vous faire l'algo. Ça va un peu diluer le truc. Et parce que ces personnes, ils vont venir discuter avec vous. Et souvent, ça peut être des trucs un peu commerciaux, des trucs qui n'ont rien à voir. Donc moi, j'ai un peu un filtre. C'est déjà, tu n'as pas de photo de profil, je ne t'accepte pas parce que je ne sais pas qui t'es. LinkedIn, une des grandes forces de LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment top. Tu vois, c'est vraiment des vraies personnes qui existent. Donc pour m'en assurer, déjà, il faut qu'il y ait la photo de la personne. 2, je ne te connais pas. Ouais. Je ne vais pas t'ajouter, sauf si on a des relations en commun. Et ça, on le voit en fait sur LinkedIn. Tu vois, je vois que la personne, elle est pote avec toi, avec Nicolas Piatkowski, Alexandre Stevens. Tu vois, je me dis, ok, c'est bon, hop, j'accepte, ça fait partie de mon réseau, c'est mes potes. Évidemment, si t'es un prospect potentiel, boum, viens par là. Ça, j'accepte. Je t'envoie un petit message, si tu vas bien. Mais ouais, non, faut filtrer. Ouais, faut filtrer. Ok, 12e point, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé au début. D'ailleurs, à chaque fois que je raconte l'histoire, je racontais l'histoire à Jonathan Kalfa et Kevin Sagny, ils sont foutus de moi. Qu'est-ce que tu penses du syndrome de l'imposteur? Parce que moi, je l'ai eu pendant très très longtemps. Je t'explique. Moi, je suis un convaincu de la création de contenu. Je trouve que ça peut t'apporter plein de choses, des opportunités, du business, des relations, du truc. Et avant d'avoir le diplôme d'expertise comptable, je voulais prendre la parole sur LinkedIn. Mais après, c'était il y a déjà 3-4 ans, quoi. Mais j'avais l'impression que LinkedIn, c'était tellement un monde très corporate, très truc. Et pourtant, j'avais des choses à dire, mais je me sentais pas légitime de les dire tant que j'avais pas le deck. Ça a l'air bizarre. Pourtant, avec un DSCG, Bac+5, t'es déjà dans le top. Il y en a qui n'ont même pas de diplôme, mais ils sont légitimes, ils parlent, quoi, tu vois. Et du coup, tu vas rigoler, mais j'avais 40 posts qui dormaient dans mon Notion. Et je l'ai commencé à les partager à partir du jour où j'ai eu le deck. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à partager. J'ai été diplômé le 30 juin 2023, donc j'ai commencé à partager le 1er juillet 2023, jusqu'à maintenant. Alors que j'avais déjà un stock de posts, mais tu sais, le syndrome de te dire est-ce que je suis légitime pour aller dire à quelqu'un comment faire sa TVA? Je suis même pas expert comptable. Alors qu'en fait, tu le fais déjà en cabinet sans avoir même le DSCG parfois, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil là-dessus? Est-ce que... J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Le syndrome de l'imposteur, déjà, c'est naturel. Genre, tu prends 100 personnes, il y en a 90 qui l'ont, en fait. Déjà, il faut se dire ça. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'il y a
beaucoup de créateurs de contenu et il y en a plein qui expliquent en fait qu'au début, ils tremblaient, ils ont mis longtemps avant d'oser. Donc déjà, c'est naturel. Il faut être OK avec ça. Il y a très peu de personnes qui sont à l'aise pour s'asseoir, balancer une caméra et raconter des trucs, tu vois. Il y en a très peu de personnes, tu vois. Donc déjà, c'est pas naturel. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est on est tous l'expert de quelqu'un. Et ça, c'est très dur à comprendre, c'est vrai. tu vois. Parce que, tu vois, moi, je travaille avec beaucoup d'experts comptables et il y en a plein qui me disent, franchement, Maxime, je comprends que LinkedIn, c'est important pour recruter, je comprends que c'est important pour avoir des nouveaux dirigeants, des nouveaux entrepreneurs dans mon portefeuille. Mais en fait, je me sens pas du tout légitime parce que, en fait, les conseils du style est-ce qu'il faut faire une SA ou une SAS ou une SARL, en fait, tous mes confrères, ils le savent. Je vais passer pourquoi, moi, dire ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous l'expert de quelqu'un. Ouais. Toi, tu vas sur LinkedIn, c'est pas pour parler à tes confrères, c'est pour aider, pour donner des conseils à des dirigeants qui savent même pas la différence entre une EI une charge et une mobilisation. Ouais. Voilà, tu vois. Il faut vraiment se dire, on est tous l'expert de quelqu'un, il faut pas avoir honte. Et dans tous les domaines, en fait. Ou alors, l'autre point, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est la posture de l'explorateur. Se dire, OK, je suis pas un expert, mais par contre, je suis en train d'explorer cette discipline-là et je vais documenter, je vais partager du contenu autour de cette thématique et je vais progresser et petit à petit, je vais monter en compétences, je vais rencontrer d'autres personnes, etc. Je regardais, quand j'apprenais un peu les montages vidéo à l'époque, il y a un moment, en fait, je regardais une vidéo, j'oublie son nom, un vidéaste là, qui avait abordé ce sujet du syndrome de l'imposteur. Il avait dit, imagine-toi un double décimètre, tu sais, une règle là, de 30 cm comme ça. En fait, toi, à ton niveau à toi, tu es toujours plus avancé que quelqu'un. Donc, si tu es à 15 cm, tu es plus avancé à ceux qui sont à 0. Si tu es à 30, tu es plus avancé que tous ceux qui sont ici. En fait, à un moment donné, comme tu as dit, tu es toujours l'expert de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as toujours une avance sur quelqu'un. Donc, plutôt que de regarder de l'autre côté, regarde tous les gens entre guillemets, derrière, à qui tu peux apporter des choses, à qui tu peux apporter de la valeur. Et ça, je pense que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire et il faut y aller, quoi. Il y a ça et se dire, OK, moi, franchement, il y a 3 ans en arrière, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça. Ouais. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que pour passer mon mémoire du deck, ma notice, il aurait fallu que je fasse ça, j'aurais gagné 20 heures, j'aurais gagné 3 nuits blanches, tu vois, j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise, donc je vais le dire. Ça aussi, c'est une technique, se dire, OK, je m'adresse à mon moi du passé. Ça, c'est une technique. Tu arrives à savoir. Enfin, comme ça, au moins, tu arrives à analyser l'évolution, quoi. Tu te dis, il y a eu quelque chose, j'ai avancé, etc. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont créé des boîtes de logiciels. Avant, ils étaient entrepreneurs dans un secteur qui n'avait rien à voir. Ils avaient des problèmes de gestion, ils avaient des problèmes avec leurs factures, etc. Du coup, comme c'était des geeks, ils ont créé des logiciels de facturation, des logiciels de compta. Et du coup, ils sont capables de s'adresser à leur audience. Parce que leur audience, c'était eux avant, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est magnifique. Bon, Max, on a fait un bon programme. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer cet épisode sur LinkedIn? Quel mot, voilà, qu'est-ce que tu aimerais... Déjà, je suis un peu déçu. Tu m'as pas posé la question. Laquelle? À ton avis. T'as pas une idée? Non, pose-moi la question. Je te la pose. Rabat, est-ce que j'utilise ChatGPT pour faire mes posts LinkedIn? Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? 13e point. ChatGPT sur LinkedIn. Alors, je vais te donner mon avis. J'ai essayé. Alors, je l'utilise, mais pas comme les gens le pensent. J'ai essayé de donner des... Après, moi, je suis pas un spécialiste. Il y en a qui te disent, ouais, ChatGPT, c'est excellent si tu mets le bon prompt, machin. Bref, j'ai essayé de lui dire, place-toi dans la place d'un expert comptable, tu veux parler de tel sujet. Il te sort le truc, mais je lis, c'est pas moi. Enfin, j'ai tout essayé. Ouais, il faut l'entraîner, c'est une machine, ces trucs. J'ai tout essayé. Ouais. J'ai tout essayé. Et au final, je me suis dit, je perds beaucoup plus de temps. Bien sûr. Je perds beaucoup plus de temps à lui demander de me rédiger un truc que de le faire moi. Donc moi, j'ai arrêté. Enfin, j'ai jamais fait, de toute façon. Je l'utilise, par contre, pour des trucs bateaux, quoi. Genre, je rédige un post, je le balance sur ChatGPT, je lui dis propose-moi un bon truc ou orthographe, grammaire.
ou comment tu formulerais ça. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, mais vraiment dire rédige-moi un post qui parle de ça, avec un call to action à la fin, machin. Quand je lis, je vois que c'est pas moi. Et voire même, j'irai même plus loin. Des fois, je rédige moi un post, je le mets sur mon Notion. Je lui demande pas une correction orthographe-grammaire. Hein, je lui demande genre, je sais pas moi, fais-moi une reformulation. Et en fait, je remarque par exemple les petits tics, les petits langages familiers que j'avais mis, il me les a enlevés pour faire un truc un peu plus soutenu, machin. Mais je me dis, mais les gens qui ont l'habitude de lire mes posts, c'est pas moi, quoi, tu vois. Donc bon, écoute, moi, je l'utilise vraiment à la marge pour corriger orthographe, grammaire. Ou par exemple, il y a une partie du post, il y a une expression, je suis pas très sûr, je lui demande de me le reformuler pour que ça soit beaucoup plus compréhensif pour la personne qui lit, mais c'est tout, quoi. Ouais. Et toi, alors? Je suis 100% d'accord avec toi. Et ça se sent. Ne rédigez pas. Ne demandez pas à ChatGPT de rédiger les posts pour vous, même en mode à partir de maintenant, t'es ghostwriter depuis 20 ans, expert dans tel Mais la domaine, casquette d'un... En fait, être prompt engineer, c'est un métier, en fait. Genre, je pense qu'il faut être bac plus je sais pas combien. Il faut être capable de donner de la data à l'outil, donc à ChatGPT. Il faut être capable de faire du prompt. Il faut être capable de le challenger. C'est un vrai métier. Et effectivement, si tu commences à y passer du temps dessus, tu vas en perdre énormément. Par contre, ça peut être un très bon assistant. Ouais, c'est ça. Ok, tu sais que tu veux rédiger sur les 7 erreurs à éviter quand on poste sur LinkedIn. Bah, tu peux demander à ChatGPT, tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi les 7 erreurs à éviter quand tu postes sur LinkedIn? Et peut-être qu'il va te sortir un truc auquel t'as pas pensé. Ça va pouvoir enrichir ton post. Ça, c'est pas mal, tu vois. Pour l'orthographe, moi, j'utilise pas mal. Parfois, je déteste utiliser 2 fois le même mot dans le même paragraphe. Ah ouais. Tu vois, donc je demande des synonymes. Ça, c'est pas mal. Et sinon, parfois, j'utilise des mots qui sont trop plats. Tu vois, par exemple, le bon post. Le bon, tu vois, ça veut rien dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est meilleur. Du coup, je demande souvent des synonymes ou des mots un peu plus tranchés. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Non, mais c'est un très bon assistant et tu l'as bien dit, un très très bon générateur d'idées. Ouais. Parce que des fois, je suis là, je sais que je veux parler de tel truc, mais peut-être que j'ai oublié un petit point, un truc comme ça. Donc, je lui pose rapidement la question. Il me sort une liste en bullet point. Ok, bon, c'est bon, ça paraît cohérent. J'ai parlé de tous les trucs, machin. Mais vraiment, la rédaction du post, je te jure que j'ai essayé. Je me non, enfin, tu vois, non. Et pourtant, il y en a qui le font. Et ça se lit à 2000, quoi. Ah, ça se voit direct. Ça se lit à... pas envie de discuter, malheureusement. Ben maintenant, du coup, je te pose la question. Est-ce qu'il y a un point qui n'était pas dans ma liste que tu aimerais aborder à part ChatGPT? Ah, franchement, c'était ChatGPT, c'est le truc auquel on entend toujours parler. Les questions qui reviennent tout le temps, les hashtags. Ah oui, il y a un point. La page entreprise. Ah oui. Bah, Rabat, est-ce qu'il faut créer une page entreprise sur LinkedIn? Je pense qu'on peut terminer là-dessus. La page entreprise, oui, mais... Alors, la page entreprise, pour moi, elle sert d'assurance ou de réassurance, je sais pas comment on le dit, pour montrer que... Parce que moi, par exemple, je sais pas moi, à l'époque, quand j'étais collab, je cherchais un cabinet ou que je postulais, etc. Si je vois pas de page entreprise, si je vois pas de photos, si sur la page entreprise, j'ai pas un site internet, machin, je me dis, mais tu vois, ça donne pas une bonne image. Et la page entreprise aussi, elle sert beaucoup pour communiquer, comme on dit, sur les actualités de l'entreprise. C'est-à-dire, je pense, vous avez organisé un séminaire, vous avez embauché une nouvelle personne, des choses qui peuvent à la fois être postées dans un profil particulier, personne physique, mais qui sont tout aussi bien dans une page entreprise. Mais par contre, je trouve que une page entreprise, vu que c'est pas une personne physique, les gens s'y attachent un peu moins. Et LinkedIn donne moins de portée au post. C'est ça. Donc ouais, faut la créer, cette page entreprise. C'est hyper important, relier son profil à la page entreprise, mettre le logo, un lien vers le site web, une petite description. Ça, c'est la base de la base. Ouais. Le petit numéro, qu'est-ce que vous faites, le truc, le site internet. La base, remplir toutes les informations que LinkedIn te demande. Si vous devez publier avec votre profil de personne physique parce que les pages entreprises ont peu de portée. Et ensuite, si vous avez l'opportunité de poster sur la page entreprise, c'est bien. C'est pour tout ce qui est vie de l'entreprise. C'est un peu pour la marque employeur. Montrer les séminaires, les événements, les recrutements, les recrues, ça c'est trop bien. Voilà. Non, mais magnifique.
Moi, je voulais juste dire un truc parce que, enfin, je voulais juste terminer sur un point. C'est que LinkedIn, c'est une aventure et en fait, ça peut apporter du business. Moi, ça m'a apporté beaucoup de business, mais pas comme les gens le pensent. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Ça m'a apporté. J'ai eu du business de façon directe. Donc, j'ai eu des prospects qui m'ont écrit en privé, ouais, je veux bosser avec toi, mais c'est pas un truc de fou non plus. Par contre, ça m'a apporté du business de façon indirecte. Quand je dis de façon indirecte, ça m'a fait rencontrer des gens qui, eux, m'ont recommandé. Ça m'a donné des opportunités. Là, par exemple, on a été invité avec d'autres experts comptables qui prennent la parole sur les réseaux à une journée Pennyline. Enfin, tu vois, et là, j'ai rencontré des confrères, on a échangé, on a passé un super moment, tu vois. Donc, ça ouvre beaucoup plus d'opportunités. Et je trouve ça dommage parce que ça, c'est un message à certains confrères. Je trouve ça dommage de se dire que je fais du LinkedIn uniquement, il faut que ça m'apporte du business. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que ça prend du temps, si au bout de 2, 3 mois, 1 mois, t'as pas signé de prospect, ça sert à rien, c'est du bullshit, c'est machin. Alors qu'en fait, ça peut t'apporter du business de façon indirecte, ça peut t'apporter des opportunités. Et surtout, on se plaint tout le temps qu'on n'arrive pas à recruter. Et LinkedIn, aujourd'hui, moi qui ne recrute pas, j'ai des centaines de demandes en interne pour des potentiels postes. Donc bon, utilisez LinkedIn à bon escient. Ne vous focalisez pas uniquement sur le fait que je veux que ça me rapporte du business. Je pense que si tu donnes, tu recevras à un moment donné. Mais bon, encore une fois, il faut tenir sur le long durée. On peut terminer là-dessus, c'était vraiment très beau. Magnifique. Mais 100% écoute, d'accord avec toi. Je te remercie Maxime d'avoir fait le toi. trajet et j'espère que cet épisode a apporté beaucoup de choses à ceux qui se posent des questions sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à mettre les 5 étoiles, on essaiera de vous répondre. Et Maxime Blasco, si vous voulez ses services, c'est sur LinkedIn. LinkedIn, Maxime Blasco ou alors Momentum Agency. Voilà, donc il saura vous accueillir, il accompagne... vas-y, fais ta petite publicité. Ouais, j'en ai parlé au début. Hein. Moi, j'accompagne que des professionnels de la finance. Donc, on a des éditeurs de logiciels, donc tout ce qui est logiciel de compta, facturation, gestion de trésorerie, des médias autour de la finance, de la comptabilité et des cabinets de conseil, experts comptables, DAF part-time, consultants. Magnifique. Sur toutes les problématiques marketing, SEO, ghostwriting, LinkedIn, vidéo, etc. Maxime Blasco sur LinkedIn. Bon, bah écoute Maxime, je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, merci.